incontestablement, le nombre de cas attestés et le nombre de cas détectés, de cas nouveaux, augmente. Ça a d'ailleurs posé un problème d'organisation. Je m'en excuse auprès des gens qui sont venus se faire tester parce que au mois d'août, de doubler ou de tripler le nombre de gens à tester a entraîné des problèmes d'organisation parce qu'il y a des personnels manquants. Je suis désolé que les attentes pour pouvoir être prélevés étaient si longues. Ensuite, quand le délai de rendu des résultats en moyenne est d'une dizaine d'heures pour les gens qui viennent de l'extérieur et de un peu moins de 3 heures pour les urgences. Donc le délai, une fois qu'on a réussi à être prélevé, est raisonnable. C'est pas la peine de faire des faux positifs. Il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation là, des résultats, parce qu'il y a des résultats qu'on voit rendre qui sont juste impossibles. On sait qu'à cette dilution-là, il n'y a plus de séquence virale. Donc c'est des erreurs. Hein. Il faut mettre ça en place. Bon sens, c'est un problème d'erreur qui est à régler. À côté de ça, le nombre de décès chez nous, d'abord, n'augmente pas sur cette période qui est donc qu'on estime avoir commencé aux alentours du 15 juin, qu'on appelle le deuxième acte. Il y a eu 2953 personnes qui ont été positives, dont 9 sont mortes ici ou ailleurs, avec 0,3% de mortalité, ce qui fait une mortalité très faible. Et parmi les gens qui ont été traités par hydroxychloroquine, azithromycine, il y a eu un mort. En plus de 3 jours, il y a eu un mort, ce qui fait 0,06%. Et c'est ce que traduit aussi les statistiques nationales où la mortalité n'a pas varié d'une manière significative depuis, au contraire, elle a diminué. Pour l'instant, on ne voit pas du tout de remontée de la mortalité. Peut-être que ça arrivera, l'avenir est imprévisible. Quant au nombre de morts, on a fait l'analyse, nous, maintenant, de tous les patients hospitalisés. On a eu à peu près 1000 patients hospitalisés, un peu moins. Il y a eu 55 décès, je vous les ai dit auparavant. Et avec une moyenne d'âge des décès de 81 ans. Hein, donc c'est une maladie des sujets très âgés. Et il n'y a eu qu'une personne qui soit morte à moins de 60 ans, qui avait 59 ans. Tous les autres avaient plus. Et il y avait 60% de gens qui avaient plus de 80 ans. Donc c'est une maladie des sujets âgés. Malheureusement, les sujets de cet âge sont très fragiles. Si en plus ils sont obésodiabétiques, alors il y a une surmortalité qui est importante, mais qui est celle de toutes les infections respiratoires de tous les ans. Je ne suis pas sûr que ça changera beaucoup à la fin de l'année. Voilà, donc sur l'ensemble de ce que nous avons eu, voilà, au total, et jusqu'à maintenant, on a eu 7500 personnes positives qui sont passées par l'IHU, dont 171 sont morts ici ou à l'extérieur dans l'assistance publique ou ailleurs. Et on a traité 4756 personnes, dont 19 sont morts par hydroxychloroquine et azithromycine. Donc se pose la question, compte tenu du fait que il y a peu ici de sujets jeunes, il y a des endroits dans lesquels il y a une mortalité plus importante des sujets jeunes, hein. Mais ici il y a une très faible mortalité, de savoir s'il faut continuer à donner hydroxychloroquine, azithromycine. La réflexion qu'on a, c'est qu'il apparaît de plus en plus dans cette maladie qu'il y a des auto-anticorps, c'est-à-dire que les gens sécrètent des anticorps contre eux-mêmes. Et parmi ceux-là, il y a les anticorps qu'on trouve dans le lupus, qui s'appelle lupus anticoagulant, et qui donnent des coagulations anormales, qui risquent de donner des embolies pulmonaires. Et le traitement de ça, des anticorps anti-lupus, c'est l'hydroxychloroquine, hein, c'est le plaquenil, c'est pour ça qu'on le prescrivait avant le Covid. Donc, comme on trouve ça dans un nombre vraiment significatif de cas dans la période actuelle, pour nous, il n'est pas question d'arrêter, d'autant qu'il est sorti très récemment un travail chez les multicentriques dans un des meilleurs journaux de cancérologie qui montre un gain de mortalité de 60% si on donne de l'hydroxychloroquine aux gens qui ont un cancer et un Covid par rapport aux gens qui n'ont pas d'hydroxychloroquine. Donc il n'est pas raisonnable de s'arrêter. Donc vous voyez,
cette diapo est vieille, hein, mais à partir de 2013, on commençait à avoir des données en quantité extrêmement importante, hein, avec plus de 1 demi-million d'urines analysées, 1 demi-million d'hémocultures, 200 000 prélèvements respiratoires, et puis environ 100 000 prélèvements de sel, pardon. Et donc ça signifie qu'on avait énormément de données et de diagnostics bien sûr positifs associés. Et donc ça nous permettait d'avoir une bonne vue, aussi bien transversale, mais également en temps réel bien sûr, de ce qui se passait. Alors, le fait de surveiller les prélèvements, c'est très bien, hein, c'est un élément de la surveillance syndromique, je vous l'ai dit, c'est ce qui précède les diagnostics, et dans pas mal de situations, notamment pour les prélèvements respiratoires et puis les prélèvements de sel, eh bien, on a une alarme qui se produit, qui se déclenche au niveau du nombre de prélèvements reçus au laboratoire, avant qu'on ait une alarme sur les diagnostics positifs à tel ou tel agent infectieux. Donc, par ailleurs, dans certaines situations, eh bien, notamment sur les liquides céphalorrachidiens reçus au laboratoire, à plusieurs reprises, on a eu une augmentation du nombre de liquides céphalorrachidiens reçus par semaine. Vous voyez, ça dépassait 50 pendant l'été 2005 et 2007. Alors, en 2005, on a trouvé ce que c'était des entérovirus, des analyses d'entérovirus. Mais en fait, en 2007, il n'y a eu aucune étiologie retrouvée, malgré qu'il y a eu un nombre anormalement important de LCR prélevés. Un autre élément important à considérer qui génère de l'intérêt de la surveillance, c'est que les maladies infectieuses sont vraiment prévisibles. Même pour la grippe, pour laquelle on pense savoir que tous les hivers, il y a des grippes, en fait, quand on regarde réellement les données, on voit qu'il y a des variations considérables en termes de moment de l'émergence de l'épidémie, en termes de niveau d'incidence, en termes de souches impliquées, hein, ça vous le savez, et puis en termes de sévérité également. D'autres infections respiratoires, on comprend pas bien pourquoi un virus circule toute l'année, hein, c'est le cas des rhinovirus. Et regardez donc pour la grippe, quand on regarde les diagnostics là, sur plusieurs saisons hivernales, on voit que ça commence rarement au même moment, ça finit rarement au même moment, et l'intensité en termes de nombre de diagnostics est variable. Et en plus, quand on regarde ce que l'on détecte hors saison hivernale, on voit qu'il y a des retours des patients qui reviennent de voyage, des pays chauds, pour lesquels on trouve des diagnostics de grippe. Donc c'est pas vrai qu'on comprend ce qui se passe complètement pour la grippe en termes d'épidémiologie. Également, pour le diagnostic des infections en virus, si on regarde les 4 types, eh bien, vous voyez qu'en fait, les pics d'incidence ne sont pas cités au même moment de l'année. Hein. Et donc ça, on ne comprend pas pourquoi. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on a une connaissance très fine de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Donc, autre exemple de surveillance, c'était la détection donc le fait de regarder les chiffres de bactériémie avec les pneumoniae. Et donc, Guiraud avait repéré puis fait analyser ce qui se passait avec les pneumoniae dans les hémocultures, et puisqu'on avait une augmentation pendant la saison chaude, tous les ans, de manière un petit peu variable, du nombre de pneumoniae dans les hémocultures. Et donc, il a fait une étude dans 3 autres laboratoires dans le monde qui retrouvaient également une augmentation du nombre de cas pendant la saison chaude. Et donc, c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu et qui n'est toujours pas compris. Donc, un autre élément, par exemple, la détection au POC d'une augmentation d'infection à Streptococcus pyogenes, Streptoa, au niveau des prélèvements pharyngés. Donc, on avait trouvé à l'époque que c'était associé à des grippes, particulièrement des grippes. Et puis, donc, plus classiquement, une augmentation des EST. Vous voyez le pic qu'on a eu, ça en surveillant de façon hebdomadaire en 2012, en septembre 2012. Donc, une augmentation considérable. Disons qu'on avait une augmentation considérable de l'infection à HIV et puis à syphilis. Donc, et puis un autre exemple avec l'augmentation du nombre de cas d'infection difficile de 27, qui avait été détecté précocement, avec une mortalité de 30%, et pour lequel, en fait, la détection précoce avait permis de mettre en place rapidement des mesures de dépistage de POC, des mesures de contrôle de l'infection, dans les unités de soins, et puis la mise en place de la transplantation fétale, notamment par Jean-Christophe Lachine. Voilà, donc en 2012, création de l'IHU, donc je vous disais tout à l'heure, notamment Hervé Chaudet nous a rejoint, il a professionnalisé la surveillance sur le plan technique et puis sur le plan du choix des seuils, etc. Et donc il a mis en place, en fait, sur une plateforme intranet, un suivi extrêmement performant donc, de tous les paramètres que l'on suivait auparavant. Et
en ajoutant une surveillance encore plus systématique de toutes les espèces bactériennes détectées au laboratoire qui peuvent être isolées au laboratoire, c'est ce qui s'appelle l'analyse, et également une surveillance encore plus systématique des résistances aux antibiotiques avec grand marqueur. Puis également, il fait des analyses sur la base des spectres Malitov, de manière à pouvoir être capable de mettre en coïncidence des phénotypes, donc des spectres identiques, qui ont été mis en évidence au même moment, sur les mêmes périodes, de manière à essayer de détecter les éléments connus. Voilà, donc ça, c'est le système de surveillance tel qu'il existe, avec le système de surveillance au milieu, clinique, balise, MAPS, notamment. Et puis donc, on travaille avec le laboratoire de microbiologie, donc les données, prélèvement de tests diagnostiques, des alarmes déclenchées, une évaluation avec un staff tous les mardis matins, donc auquel je vous convie, c'est très intéressant de voir comment ça se passe. Et puis donc des bulletins épidémiologiques émis, des signalements, notamment à l'ARS, des investigations déclenchées, et puis également des publications analysées pour communiquer dessus. Et puis, donc, à partir de 2013, on a étendu cette surveillance dans le cadre d'un réseau au sein de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, on a commencé à travailler avec des laboratoires qui réalisaient des analyses de microbiologie, bien sûr les centres hospitaliers, mais également les laboratoires privés. Et donc, dans ta cas, ça représente à peu près 7% de la population française, c'est 600 laboratoires de biologie médicale. Et donc, à partir de 2009, on travaillait avec environ la moitié des laboratoires de biologie médicale qui sont représentés ici. Et notamment, on travaillait avec l'ensemble des laboratoires du groupement hospitalier de territoire des Mougerot. Donc, vous voyez l'augmentation, la symétrie de l'augmentation du nombre de centres participants, des nombres d'isolobactériens au total dans la phase de surveillance. Et puis, donc, au 24 août, j'ai regardé, on avait 4,4 millions de prélèvements et reçus, analysables, et puis 1,3 millions d'isolats microbiens analysés. Donc tout ça, c'est analysé par les outils d'Hervé. Et donc ce que vous voyez à droite, notamment avec MAP, vous voyez, pour Klebsiella pneumoniae, sur cette planche, eh bien, on a une alarme, donc une augmentation anormale du nombre de cas dans plusieurs laboratoires. Donc ça déclenche bien sûr des alertes, des signalements et éventuellement des investigations. Toutes ces données font l'objet d'une rétro-information hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on partage tout. On rend à tous les laboratoires l'ensemble des données du réseau, donc chacun peut se comparer à son épidémiologie locale. Et on a également des données autres que celles des espèces bactériennes, des données de virologie, parasitologie, mycologie, des centres hospitaliers de Nice et puis de Toulon. Ça représente à peu près 700 prélèvements par semaine pour lesquels on a l'information. Il y en a également l'intermédiaire du laboratoire Serval, vous connaissez, pour lequel, vous voyez, sur la période de 5 ans, jusqu'à 2019, on avait 317 000 tests diagnostiques pour lesquels on avait des informations. Et donc, c'était tout type de syndrome infectieux. Donc, quand on regarde sur la période jusqu'à 2019, on est à plus d'1 million de bactériens, 770 espèces bactériennes différentes. Et donc, bien sûr, ça nous permet d'analyser une très grande série de cas. Donc, par exemple, quand on s'intéresse à Staphylococcus jejuni, vous voyez, on s'intéresse à 2046 infections. Quand on s'intéresse, quand Jean-Marc Rollin fait une étude sur la résistance aux antibiotiques, il s'intéresse à plus d'un demi-million d'antigrammes. Donc, ça fait des données très sérieuses. Quand on veut regarder pour les rotavirus, 12 000 tests analysés et 1100 diagnostics. Et donc, ce que l'on a fait également un peu plus récemment, c'est l'étude de l'analyse de la mortalité. Grâce à la variété immuno, on récupère les données de mortalité au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc on a environ 57 décès par semaine et dans environ 2 tiers des cas, il y a eu un prélèvement microbiologique réalisé pour lequel on a fait un diagnostic et donc on peut analyser de notre côté. Et donc vous voyez qui sont présentés à peu près 350 000 patients, donc 15 000 patients décédés sur la période de 2014 à 2019. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui tue le plus, en tout cas qu'est-ce qui est la stabilité, c'est autre chose. Encore plus compliqué, mais qu'est-ce qui est le plus souvent associé au décès en termes de microbes et de virus. Donc on a notamment le Escherichia coli, ça fait risque pneumonie, le PIO, Enterococcus faecalis, Candida albicans, le Stridium difficile, et puis comme le virus, notamment l'influenza A et B, puis il y a également d'autres infections respiratoires. Donc ça fait l'objet chaque semaine du bulletin épidémiologique hebdomadaire.
Et donc, je vais juste vous faire un petit focus sur ce qu'on a fait en termes d'expérience épidémiologique, dans le même esprit, sur le même, toujours avec la même feuille de lutte. Donc, à partir du moment où on a mis en place le test, c'est fin janvier, 21 janvier, on a eu le premier cas le 27 février, et on a commencé à suivre au jour le jour, cette fois-ci, par un rythme hebdomadaire, un rythme quotidien, tous les diagnostics réalisés. Donc, ça, c'est également analysé de façon automatique par les outils développés par Hervé Chaudet, puis par mon étudiant en thèse, qui est Jérôme Patineau, que je vais connaître, moi, pour certains d'entre vous. Vous voyez des courbes automatiques générées au nombre de thèses, au nombre de positifs, de la proportion de positifs, avec des données, le nombre de tests positifs par arrondissement, et également avec des localisations un peu plus fines au niveau de la région Mont-Rhône, enfin du département des Mont-Rhône et de la région PACA. Donc il y a sur le site du CHU militaire à l'infection, il y a une page qui est dédiée au Covid-19, et notamment, donc suite au, il y avait ça débutait en Chine, il y avait un South China Warning Post où figuraient les données d'épidémiologie. Donc l'idée nous a demandé de faire un South France Warning Post, et ce qu'on a fait assez précisément, de manière à chaque jour incrémenter le nombre de cas. Ici, donc, on montre les cas dans le monde, chaque jour, mais également le nombre de cas, de tests réalisés, le nombre de patients retrouvés positifs, le nombre de patients mis sous traitement, chez médicaments à l'infection, et également des données de mortalité. Et donc ça, c'est upgradé chaque jour, de manière à, encore une fois, se fonder sur des vraies datas, et de manière à pouvoir être le plus réactif possible. Et donc, par ailleurs, vous voyez également sur cette carte, eh bien, même si on a bien sûr une majorité de patients, de personnes testées qui sont de Marseille ou de la région, eh bien, on a également des patients qui viennent, des personnes qui viennent de toute la France. On a notamment un nombre important de patients, des personnes qui viennent d'Île-de-France, et puis de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez également pas mal de critères. Alors, on met également sur le site les courbes du nombre de tests chaque jour, c'est le nombre de personnes positives et la proportion de positives, et ça fait l'objet d'un rapport quotidien à la PHM, à la direction de la PHM, et puis à l'Agence régionale de la santé. Donc, juste pour finir, quelques éléments qu'on peut mettre mis en évidence. Très précocement, sur les premiers 15 jours après le premier diagnostic ici de SARS-CoV-2, ce qui a pu être mis en évidence, c'est qu'on avait très peu d'enfants, d'inférieurs à 10 ans diagnostiqués, et donc en pratique, on n'avait quasiment pas de cas, en dessous de 1 an, très peu en dessous de 5 ans, et donc finalement, la majorité des cas se portaient sur les autres. On a également regardé des données de mortalité pour essayer de comparer la mortalité qui a été observée ici, associée au SARS-CoV-2 par rapport à la mortalité des décès associés à notamment d'autres infections respiratoires. Vous voyez en fait les chiffres du pourcentage de décès chez les personnes diagnostiquées avec un coronavirus endémique, parmi ces quatre-là, donc chez les personnes qui étaient décédées. Et vous voyez qu'on a des chiffres de mortalité qui sont variables, mais aux alentours de 1%, qui n'est pas très différent des données brutes que l'on a pour le SARS-CoV-2. Également, vous voyez des données brutes, de 5% à peu près de mortalité, donc on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Et par ailleurs, si on regarde la mortalité sur la période décembre à fin mars 2020, donc on avait au niveau de l'Institut de Marseille 1100 décès, et donc pour la période identique l'année précédente, eh bien, on avait le même nombre de décès à la PHM, ce qui montre bien, donc, ce qui met un peu en perspective finalement l'impact qui n'est pas si important que ça de la mortalité associée au SARS-CoV. Et puis donc ce qu'on a également mis en évidence récemment, c'est qu'on a regardé finalement quelle était l'évolution de la courbe épidémique. Et donc vous voyez que c'est une courbe qu'on appelle en cloche, c'est une courbe très classique en épidémiologie, ce qu'on voit pour tous les phénomènes épidémiques. Donc aussi bien pour le SARS-CoV-2 ici et pour les 4 coronavirus endémiques, depuis fréquemment tous les hivers. Et donc en revanche, on avait donc une distribution par âge très différente entre le SARS-CoV-2 et puis les autres coronavirus endémiques. Et vous allez voir avec les autres virus respiratoires, c'est-à-dire qu'on avait en fait une infection, une épidémie qui épargnait en fait les enfants. Ce qui montre bien en fait que si on n'a pas les données, on ne peut pas prédire en
fait, ce qui va se passer quand il y a une nouvelle infection respiratoire virale, ça n'a pas la même épidémiologie que ce qui existait précédemment, donc on ne peut pas prédire précisément comment va se dérouler l'épidémie. Vous voyez, au contraire, hein, les coronavirus endémiques concernent énormément les enfants, donc on se pose la question, une hypothèse, c'est de savoir si l'immunité générée par une infection à un coronavirus endémique ne pourra pas protéger contre le SARS-CoV-2. Et quand on regarde, donc on retrouve le coronavirus, quand on regarde donc, les autres virus respiratoires, les parainfluenza, les papillons, les mots, entéros, par la peau, les virus de la grippe, le VRS, les vocavirus, vous voyez, on a toujours une prédominance d'enfants touchés, ce qui est absolument pas le cas pour le SARS-CoV-2. Alors récemment, donc, à partir de juillet, on a eu une augmentation du nombre de cas dans la tranche d'âge de 20-30 ans, hein, c'est ce que vous voyez ici. La proportion représentée par cette classe d'âge 20-30 ans par rapport à l'ensemble des diagnostics. Mais vous voyez que c'est pas si prédominant que ça. Hein, donc on a plus de cas dans cette tranche d'âge, donc c'est assez stable par ailleurs au niveau global. Voilà, et donc ça fait partie de toutes ces données, s'ajoutent aux données cliniques, aux données qui sont produites à l'IHU. Vous voyez donc le nombre de personnes dépistées, le nombre de personnes pour lesquelles on a des sérologies réalisées, hein. Ça c'est le laboratoire, mais également les patients hospitalisés, tout ce qui est réalisé en culture cellulaire par là, les non réalisés, et donc là plus particulièrement c'est le laboratoire, avec tout ce qui a été mis en jeu en fait au cours de cette épidémie de SARS-CoV. Voilà, donc au total, en fait, la surveillance, c'est une bonne surveillance la plus complète, la plus exhaustive possible, hein, sans a priori. Et donc ça conduit, vous l'avez vu, au développement de nouveaux outils. Chaque fois qu'on fait évoluer, ça devient de big data, hein, donc il faut les traiter comme tels. Et puis ça nous permet vraiment d'avoir des vraies données sur lesquelles en fait, il est possible de fonder en fait, une prise en charge de l'épidémie et des patients.